il y a un an, ou il y a un peu plus d'un an, est tombée sur l'industrie automobile mondiale une des crises les plus violentes de son histoire. C'est une crise effroyable qui nous est tombée dessus en octobre 2008. Les marchés automobiles se sont arrêtés, c'est-à-dire ont chuté. Et donc un marché comme l'Espagne, qui est le second plus gros marché pour le groupe, a chuté de 50%. Donc ça veut dire que la moitié des clients disparaissent, et ça s'est déclenché dans toute l'Europe, voire même quelquefois dans le monde entier. Les stocks de voitures ont commencé à augmenter de façon très très forte et de façon très inquiétante. Alors quand je parle de ça, ça concernait PSA, mais ça concerne aussi toutes les marques automobiles, tous les groupes automobiles. Il a fallu prendre des mesures extrêmement drastiques, extrêmement violentes. Il a fallu réduire très fortement, voire quelquefois même au mois de décembre, je crois, arrêter la production pour pouvoir absolument diminuer les stocks. La crise n'est plus aussi violente qu'il y a un an, le sourire commence à remonter et surtout, on a lancé des nouveaux produits qui rencontrent un fort succès auprès des clients. C'est la 3008, c'est la 5008 et nous avons vraiment aujourd'hui, au moment où je vous parle, les produits pour réussir et pour gagner. Non, mais comme Alors maintenant, messieurs, dames, on va chanter un petit peu. Le travail, c'est la chanter. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Ah, ça c'est vrai. C'est chanter pour un grand galop. En autométro ou vélo. Faut-il voir un petit rigolo? Mais non. Sochaux, c'est l'un des 15 centres de production d'un groupe qui emploie 190 000 personnes dans le monde. Mais c'est aussi le berceau historique de l'aventure Peugeot. Le miroir d'une industrie qui a révolutionné ses méthodes de production en quelques décennies. Concurrence, globalisation des marchés, objectifs de croissance et de rentabilité ont au fil des ans métamorphosé le travail, dans cette usine où l'on a longtemps travaillé de père en fils. Mon père était technicien, mais il travaillait chez Peugeot. Le frère de mon père était chez Peugeot, lui il a fini chef d'atelier. Mes deux grandes sœurs, avant de se marier, ont travaillé chez Peugeot. Mon frère Gérard travaille encore chez Peugeot. Ma petite sœur a travaillé chez Peugeot avant de se marier. J'ai juste un frère qui n'a jamais travaillé chez Peugeot. Quand je suis sorti de l'école Peugeot, le premier poste, j'avais 17 ans et demi, j'ai été en ligne de montage en carrosserie, ça s'appelait carrosserie dans ce temps-là. Et j'ai monté les sièges de 504, les panneaux de porte avant-arrière de 404, plus les sièges des familiales 404. Je suis rentré au poste des consoles pavillons, hein, à l'époque 405. Hein. Donc on fabriquait 405, à l'époque on fabriquait 205 et à l'époque 505. Moi j'ai commencé en préparation, chauffage 504. À l'usine, c'est le modèle qui marque le temps, plus que les années. C'est lui aussi qui rappelle que défis et stratégies ont eu leur prix dans les ateliers. Tout commence alors que la 203, 403 et 404 sortent des chaînes de Sochaux. Posséder une voiture est alors le rêve de tout Français. On se met à produire en quantité. La concurrence fait alors son entrée sur les marchés. Depuis les années 60, l'industrie automobile française a multiplié par 5 sa production. Aujourd'hui, dans le monde, 65 millions de voitures sortent chaque année des usines. Sochaux en produit 1600 par jour et jusqu'ici, on n'y fait que des Peugeot. L'usine ne se couche plus depuis longtemps. 3 équipes se relaient jour et nuit dans les ateliers. On commence à 5h21, à 7h20 à 7h30, on a la première pause.
9h20 à 9h30, on a la deuxième pause. Et puis à 11h, on a la pause casse-croûte d'une demi-heure. C'est pas trop dur de se lever tôt le matin pour venir? Se lever tôt le matin, c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est... Puis en plus c'est cet enchaînement, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, qui fait que tu n'as pas le temps de t'habituer. Tu t'habitues à te lever le matin, tac, tu as déjà fini, tu te lèves plus le matin, mais tu travailles tard le soir. Quoi. Que un gars qui travaille toujours du matin, autour de l'après-midi, autour de nuit, il a une vie beaucoup plus régulière. Tu comprends? C'est l'usine qui fait et défait la vie économique et sociale depuis près d'un siècle dans le bassin de Montbéliard. Avant, on y était logé, on y mangeait et l'on y mourait Peugeot. Mais aujourd'hui encore, dans cette région qui ne vit que de l'automobile, quand PS à tous, c'est tout le bassin qui s'enrhume. Il y a un an, effectivement, on chômait. L'avenir était très incertain, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. On a quand même chômé, enfin pour ma part, puis comme beaucoup d'autres. Hein. On s'est arrêté le 5 décembre et on n'a repris que le 5 janvier. On s'est dit, est-ce que ça ne va pas fermer? Est-ce que... On ne sait pas. Je veux dire, aujourd'hui, personne n'est à l'abri, même pas nous. Il ne faut pas croire qu'on soit à l'abri de se dire que demain, ils ne fermeront pas, puis ils iront pas ailleurs. Ça, personne ne peut le jurer. Personne ne peut le dire. Décembre 2008, la production est totalement arrêtée. Frappée de plein fouet par la crise, l'industrie automobile mondiale s'effondre. À Sochaux, 800 contrats d'intérim et CDD sont supprimés, ainsi que l'équipe de nuit. Le printemps sonne la reprise. Dopé par la prime à la casse et le bonus écologique, le marché européen se redresse. PSA, qui a néanmoins perdu plus d'1 milliard d'euros dans la bataille, n'a qu'un objectif, retrouver croissance et rentabilité. Sa méthode, celle inventée par Toyota, et qui a permis aux concurrents japonais d'accroître sa croissance comme aucun autre constructeur en 30 ans. Je crois qu'on peut dire qu'une révolution est en cours dans nos usines. Elle se nomme Convergence, c'est le nom du programme d'action qui est un plan global pour tendre vers le zéro défaut, le lean manufacturing, en franglais, c'est-à-dire l'art de la fabrication sans gaspillage, au juste nécessaire, qui permet une baisse radicale des prix de revient et une amélioration sensible, rapide de la rotation du capital. Aujourd'hui, on fait tout pour que le salarié sur la ligne de montage soit un robot, ne se déplace plus, et toutes les pièces à proximité pour travailler. Lean, c'est un mot anglais qui veut dire maigre. Donc la production maigre, c'est la production avec peu d'effectifs, peu de moyens et peu d'espace. Donc je me retrouve dans une situation où mon poste de travail est de plus en plus comprimé avec de moins en moins de marge de manœuvre. Si je suis obligé d'appeler à l'aide parce qu'il y a une opération qui ne s'est pas bien passée, le moniteur, c'est comme ça qu'on appelle la personne qui doit venir m'aider, n'a même pas la place de travailler avec moi pour rendre cette aide. Suite au lean manufacturing, on a vu les salariés travailler quasiment l'un sur l'autre. Hein. Donc effectivement, ils ont réduit les pas de travail, apporté toutes les opérations le plus proche des salariés pour avoir une rentabilité plus importante du salarié. Hein. Plus on apporte de pièces bord de ligne, plus l'opérateur en monte. Mon poste à moi, ça concerne à mettre des protecteurs d'ailes sur l'aile avant, l'aile arrière. J'ai des pastilles, c'est des obturateurs. En tout, Laurent a 7 opérations à faire, et ce, en 1 minute 32. 7 opérations à effectuer sur 300 voitures chaque jour, dans un espace de travail délimité par des bandes jaunes. Au montage, un ouvrier peut avoir ainsi jusqu'à 15 opérations à faire. Tenir le rythme sans empiéter sur le poste du voisin n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
quand on regarde une chaîne de montage depuis l'extérieur, on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça défile, du travail qu'il y a. Mais quand on est au poste et que la voiture avance et qu'il faut arriver à tout faire avant de sauter tout de suite dans la voiture suivante, c'est quelque chose qui est difficile, quoi. C'est ça qui est l'enjeu de la transformation qui s'est passée entre 70 et 2000. C'est à peu près ça, c'est rogner sur ces petits temps de déplacement qu'avaient les gars, en disant le gars est payé pour travailler 8 heures, il doit travailler 8 heures. Il n'est pas là pour aller chercher des outils pendant 2 heures, ou chez les boulons pendant 2 heures, etc. Donc ils ont rogné sur cet aspect-là. On aurait pu en faire quelque chose si le temps économisé avait été redonné aux salariés. Je ne tiens pas forcément à faire un marathon à mon poste de travail non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que ce temps-là qui m'a été pris dans les mouvements, on me l'a réimposé dans des gestes de montage. Si une partie de ce temps-là était redistribuée aux salariés sous forme de coefficient de repos, sous forme de moment où je peux souffler, il y a un certain nombre d'améliorations qui auraient pu être apportées. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait de cette façon-là et que tout le temps qui a été gagné d'un côté m'a été repris en me redonnant des opérations supplémentaires. La méthode Lean est essentiellement orientée vers une chasse et une disparition de tout ce qui n'est pas valeur ajoutée dans le produit. Dans notre recherche d'avoir des véhicules au moindre coût, aujourd'hui la question n'est pas de dire comment on fait plus vite le produit et comment on fait plus vite la valeur ajoutée que l'on apporte au produit. Ça, c'était une logique des années 80, des années 90. Notre travail sur la valeur ajoutée, c'est de dire on a tout un pan qu'on n'a jamais regardé de tâches qui n'apportent aucune valeur ajoutée pour le client. Le déplacement est aujourd'hui considéré comme une non-valeur ajoutée, un temps mort qu'il faut limiter, voire supprimer pour rentabiliser la production. On a donc rapproché les pièces en bord de ligne, comme le préconise la méthode japonaise, importée depuis quelques années par tous les constructeurs. La méthode précédente venait de chez Ford, aux États-Unis. Son but n'était pas de limiter, mais de rentabiliser le déplacement. Exemple, un ouvrier fait 2 voyages de son poste de travail à une voiture, l'un avec la roue qu'il doit monter, l'autre pour apporter ses outils. Peut-on rendre plus efficaces ces déplacements ? Technique Ford, racontée par les cinéastes ouvriers de Sochaux. L'ouvrier prend cette fois-ci la roue, les goujons et la clé. Va à la voiture, il monte sa roue et revient à son poste de travail. Nous avons donc gagné 2 opérations. Qui dit gain d'opération dit gain de temps. Votre tâche est d'occuper ce temps-là. Nous allons donc prévoir sur notre répartition. L'ouvrier va, cette fois-ci, amener un pare-choc et un essuie-glace. Il vient à la voiture, il monte le pare-choc et l'essuie-glace, l'opération terminée, il revient à son poste de travail. On a 4 déplacements, comme dans le premier cas. Le mois suivant, on peut envisager de lui faire amener la roue, les goujons, la clé, le pare-choc et l'essuie-glace. Monsieur Martin. Ah, salut. Comment va Martin? Salut Christian. Putain, ça fait une paye que c'est vu. Depuis les années 30, chronométreurs et ergonomes observent le travail produit à la minute par un ouvrier pour améliorer les performances. En 76, quand j'étais embauché, on travaillait sur des machines. Moi, je me rappelle, je travaillais sur ce qu'on appelait un tour, c'était un Leblon ligne. Il usinait toute la ligne du vilebrequin. Tu promenais, tu mettais ton vilebrequin dedans.
Le vilebrequin s'usinait, puis pendant qu'il s'usinait, t'attendais. Quand il était fini, tu l'enlevais, tu le contrôlais, puis tu en remettais un autre. Mais ça prenait un certain temps. Tu arrivais un jour, ben, tu arrives à ton poste de travail, puis ils t'ont mis un tour là, puis un tour là. Et puis, pendant que la pièce usine là, eh ben, tu t'occupais de l'autre, de le recharger, puis de l'enlever. Ben, pourquoi? Parce qu'on a toujours grappillé du temps, parce qu'on a toujours... Les mecs qui passaient, les mecs qui travaillaient en horaire normal, ils passaient à midi pour aller bouffer, ils ne voyaient plus personne travailler sur les machines, les productions étaient faites. Il n'y avait pas que des cons dans le temps, hein. Il y en a bien qui ont vu que... Bon. Je suis d'accord, mais je suis pas sur. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça, il y a aussi un petit peu le départ. Sauf que tu enlèves le truc fondamental. Pourquoi on arrive à doubler les postes? Pourquoi que tu arrives? Quelle est cette nécessité vitale pour l'individu, à un moment donné, de gratter quelques secondes qui seront importantes pour sa survie? Parce que c'est. Non, mais c'est même pas pour se reposer, forcément. C'est parce que le travail en tant que tel, de la façon où il est fait, de la façon qu'il n'enrichit pas le cerveau, tu as envie de t'en débarrasser le plus vite possible pour passer à autre chose. Or, l'homme, dans n'importe quelle situation, il a besoin de contacts humains, de contacts sociaux. Donc, se débarrasser d'une corvée pour gratter 1 ou 2 secondes, c'est pouvoir aller discuter avec quelqu'un, etc. Mais ça fait partie de l'équilibre humain. Le technicien qui te moucharde parce que tu te glandes pendant 5 minutes en chaîne, lui, dans son bureau, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Tu crois qu'il travaille tout de suite sur son ordinateur ou il se glande? Le patron qui va commencer à venir déjà, même monsieur Streff ou monsieur Machin, quand il arrive au building, tu crois quoi? Qu'il gratte 24 heures sur 24 ou qu'il est en train de parler de son week-end et de sa chasse à la con, là? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça n'empêche que... Moi, c'est un humain, c'est une question de survie, en 84 ou 84, j'avais une opération sur les 504 à l'époque, 505. Je mettais ce qu'on appelait la barre stabilisatrice. Je mettais ma barre stabilisatrice, je mettais une vis, je mettais une rondelle, un écrou, et sur cette vis, il y avait un trou pour mettre une goupille. Avant février 84, il arrivait que des vis, elles n'avaient pas le trou. J'avais le temps d'inverser ma visseuse, pneumatique à l'époque, je dévissais mon écrou, j'enlevais ma rondelle, j'enlevais mon machin, j'en prenais un autre, j'avais le temps de refaire ma retouche. À partir de février 84, dans mon équipe, on avait déjà supprimé 3 postes, le boulot des 3 gars, on l'avait redistribué aux autres, et là, quand il arrivait une retouche, qui arrivait ce boulon pas percé, je ne pouvais plus faire mes retouches. Et ça a été qu'en empirant. Ah oui, mais toujours est-il que, avant, bon... Mais c'était avant. On était plus de 40 000 ouvriers. Avant, c'était avant 1980. Avant qu'un deuxième choc pétrolier n'ébranle les marchés. Endetté par les reprises successives de Citroën et de Chrysler, PSA est au bord de la faillite. Inflation, baisse du pouvoir d'achat, incite à consommer moins cher. Or, moins cher, c'est japonais. Toyota, qui a déjà réduit ses coûts salariaux, rafle la place de premier constructeur mondial. Pour redresser PSA et accroître sa compétitivité, le nouveau président Jacques Calvet instaure aussitôt une politique de rigueur. Objectif : réduire les effectifs et augmenter la productivité de 12% par an. Restructuration, plans sociaux et départs en pré-retraite marquent ces années dans l'industrie automobile mondiale. En 10 ans, le secteur supprime 100 000 postes. À Sochaux, c'est l'arrivée de la 205 sur les chaînes qui consacre la rupture définitive avec une façon de produire dans les ateliers. L'arrivée de la 205 à Sochaux, ça a été une voiture qui a fonctionné, qui a marché incroyable. Donc c'est vrai que là, on a commencé à produire. À cette époque-là, la 205 a sauvé Sochaux, a sauvé le groupe, a sauvé Peugeot. C'est la première bagnole qui a été faite, qui était simple à monter, facile d'accès, très différente des autres. Tout clippé, puis vissé. Ça, c'est les premières bagnoles. Avec une conception quand même avec beaucoup de matière plastique à l'intérieur, beaucoup de nouveaux produits. Et en même temps, en faisant cette bagnole, ils s'aperçoivent que les temps de réalisation, que les gens gagnent beaucoup de temps par rapport au montage des autres voitures. Et donc là, ils commencent à charger la mule, ils commencent à accélérer le processus. La 405 apparaît dans la même lignée, facile à monter, un peu plus compliquée parce que c'est une voiture un peu plus grosse, mais quand même ces mêmes techniques sont reprises et les techniciens s'aperçoivent qu'on peut continuer à gratter du temps. Ça, c'était une logique des années 80, des années 90. Les années 80-90, c'était de dire, voilà, pour poser une agrafe, on met tant de temps, comment on peut aller plus vite pour mettre une agrafe?
Et ça a été une période où on disait, par moment, et le plus souvent, il faut automatiser, il faut mettre un robot, et on ira plus vite. Pour aller plus vite, l'industrie automobile automatise et robotise comme aucune autre à l'époque. En 10 ans, près de 2000 robots arrivent à Sochaux. Ils allègent les tâches les plus pénibles, mais servent aussi des objectifs de réduction d'effectifs. Une étude vient de révéler qu'il faut 8000 ouvriers en France pour produire 1200 voitures, contre 4000 au Japon. En 8 ans, Sochaux va perdre plus de 11 000 salariés. Sur les lignes de montage, on a vu une évolution, exemple pour les lunettes pare-brise, où cette zone a été robotisée totalement. Ça a supprimé en gros 4 personnes. L'arrivée de la 405, là on a vu arriver au ferrage, je me rappelle qu'on a vu arriver 200 robots. D'un seul coup, ça remet en question complètement le système, le process de production. Dans ce temps-là, on se faisait bassiner tous les jours en réunion par on va être bouffé par les Japonais. Et on a été au Japon apprendre toutes les méthodes Kaizen, toutes les méthodes qu'on a en France aujourd'hui viennent du Japon et on les appliqua en France. J'ai l'intention de doubler notre budget de recherche au cours des 4 ans qui viennent. Et vous savez que c'est la recherche, que c'est la préparation de nouvelles études, de nouvelles techniques, de nouveaux procédés qui peuvent nous permettre de nous développer. Nous allons tous ensemble, et ça va être très difficile, essayer de réduire d'1 an les délais de lancement de nos nouveaux modèles, comme ont réussi à le faire les Japonais. Ça donne plus de mobilité, plus de capacité de répondre aux modes et aux aspirations des marchés. Les méthodes du Fordisme ont vécu. L'usine, comme toute l'industrie automobile, a désormais un nouveau maître, le toyotisme. Toyota vient de s'installer en France après avoir pris 10% des parts de marché en Allemagne et au Royaume-Uni. À Sochaux, où 9 milliards de francs ont été investis pour moderniser l'usine, tout bascule lors du passage dans les nouveaux ateliers. La concurrence qui sévit sur les marchés fait alors irruption sur les chaînes. Les salaires sont individualisés. Les ouvriers doivent être polyvalents, coopératifs et adhérer à une charte les engageant à honorer le groupe dans et hors les murs de l'usine. Un système de primes les incite à s'impliquer dans l'amélioration des performances et de la qualité. À l'époque, il disait atelier modèle. Donc, il croyait que le personnel qui mettrait dans cet atelier serait modèle aussi. On était tous habillés en vert, à l'époque, tous habillés en vert. On nous citait l'atelier comme un atelier productif, moderne, avec l'espace, la clarté, la climatisation qu'il n'y a jamais eu. Et puis les bâtiments propres, effectivement, c'était des bâtiments propres à l'époque. Ça a été l'occasion pour la direction d'expérimenter en grand ces nouvelles méthodes de production. Donc ça, c'était un premier moment. Le deuxième moment, c'est au moment où la direction a décidé que la production ne se ferait plus sur 4 chaînes de montage, mais seulement sur 2. Ce qui fait que pour fabriquer le même nombre de voitures, les voitures sont passées 2 fois plus vite. Avant, on avait 2 minutes de travail sur une voiture. Maintenant, il y a 1 minute. Mais voilà. Et donc, on répète les mêmes gestes 2 fois plus souvent. Et donc, les salariés se retrouvent avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est soit aux mains, c'est le canal carpien, le syndrome du canal carpien, soit aux coudes, c'est les épicondylites, soit aux épaules, c'est la coiffe des rotateurs. Et on a beaucoup de gens usés prématurément. Il faut associer à cette minute le cadencement. Le cadencement, c'est je dois faire un break, une berline à couper, un break, une berline à couper, par exemple. Et le cadencement, lui, il met 3 coupés de suite. Ça veut dire que quand vous avez ce qu'on appelle en ligne de montage des voitures chères, c'est pas qu'elles valent plus cher que les autres, c'est qu'il y a plus de temps de travail dessus.
Si on les empile l'une derrière l'autre, le salarié coule. Ce qui veut dire que c'est du stress en permanence, ce qui veut dire que c'est toujours la question de est-ce que j'ai bien monté sur la voiture d'avant, on peut plus contrôler, on peut plus le faire puisqu'elle est déjà partie. Est-ce que j'ai tout bien serré sur la voiture avant, on peut plus contrôler, c'est parti. Est-ce que j'ai envie avoir le temps de faire l'autre qui arrive là-bas, c'est un gros modèle. C'est des questions et des remises en cause constantes. La japonisation a porté ses fruits. Elle n'a plus quitté l'usine. 30e entreprise cotée en bourse en 1980, PSA a pris la 3e place 8 ans plus tard. Mais vu des ateliers, le toyotisme, c'est avant tout une déshumanisation des conditions de travail. Les salaires sont au plus bas de l'histoire de l'usine, quand le Canard enchaîné révèle en 1989 que Jacques Calvet s'est augmenté de plus de 45% en 2 ans. Les salariés, eux, se voient proposer une augmentation d'1,5% sur le semestre. Une grève de 7 semaines débute dans l'atelier carrosserie et leur permet d'obtenir une augmentation d'une centaine d'euros. 89 n'est pas marqué pour avoir particulièrement, de choses en plus par rapport aux conditions de travail. C'est pas marqué comme ça. C'est surtout marqué par, d'ailleurs le slogan, il y avait un mot qui revenait beaucoup, dignité. Et dans le mot dignité, il y avait conditions de travail. Ils ont planifié les postes pour que chacun soit à peu près au taquet. Et là, il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est ça qui a profondément changé. Avant, on arrivait au casse-croûte, par exemple, on voyait tout d'un coup un mouvement, une vague carrément, qui les gars remontaient pour gagner 10 minutes de casse-croûte. Non, ils prenaient tous leurs outils, ils mettaient des pièces dans leur caisse pour 10 minutes de boulot, donc pour faire une dizaine de bagnoles, une quinzaine de bagnoles, ils mettaient tout, et tout le monde en même temps, donc c'est quand même 300 gus, qui remontaient en même temps, mètre par mètre, pour gagner 10 minutes. On travaillait dur, mais c'était quand même plus familial qu'aujourd'hui. Tout le monde s'entraînait sur les lignes de montage. Tous les copains qui étaient là, on s'entraînait pour monter les voitures. Aujourd'hui, on vous dit rien, on vous met des rapports, on vous met des avertissements. Que dans ce temps-là, c'était des relations entre hommes, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Cette solidarité, cette convivialité, n'ont cessé de s'altérer depuis la fermeture de l'ancien atelier carrosserie. Ça, c'est ce qui était affiché 3-4 fois sur la ligne en hauteur. Et les salariés, quand ça s'allumait, ça leur indiquait qu'ils pouvaient s'en aller. Donc, dans ce temps-là, on avait une production à faire. Donc, mettons, si vous aviez 385 voitures à faire, quand le chiffre était atteint, le contremaître de bout de ligne allumait ces panneaux qui indiquaient aux salariés que la production était finie et qu'ils pouvaient s'en aller chez eux. Aujourd'hui, c'est plus possible, on travaille normalement jusqu'à l'heure. Pour finir avant l'heure, il faudrait que la ligne travaille plus vite. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire travailler les lignes plus vite, elles vont déjà assez vite. Il n'y a pas besoin d'augmenter le temps de ligne. Il y a une période où on a tout changé, les appellations, on a tout changé le langage. On n'était plus des OS, on était des opérateurs, on n'était plus des ouvriers, on était des compagnons. Ah, on était des compagnons. Ah ouais, ça c'est un truc qui m'a bien plu. On était des compagnons. Il n'y avait plus de chef d'équipe, il y avait des RU, comme je viens de dire. Il n'y avait plus de chaîne. C'était plus la chaîne. C'était d'un seul coup, on était monteur en ligne. On était des lignes. Il y avait plein de choses comme ça ont changé. Et quelque part, moi je dirais qu'on a perdu notre identité. On a perdu quelque chose. Moi, quand à l'heure actuelle, j'ai un papier à remplir et qu'on me demande ma profession, eh ben, je mets ouvrier. Du langage à l'organisation, tout doit servir la compétitivité. Et cela passe par la réduction des délais, de l'espace de travail, des déplacements comme des effectifs. Sans oublier les stocks, que le système de production en flux tendu vise à éliminer. Le stock,
c'est de la trésorerie qui dort. On produit donc le juste nécessaire, dans les délais les plus brefs, pour livrer juste à temps. On délocalise et on sous-traite pour réduire les coûts. Non sans aléas, sur le plan de la qualité comme de la logistique. Le flux tendu, c'est-à-dire qu'on doit monter tant de pièces en 1 heure sur un véhicule. Donc une fois que ces pièces sont là, tout de suite elles sont rapprovisionnées derrière. Le jour où les camions sont bloqués qui approvisionnent les lignes de montage, on est dans l'incapacité de produire le lendemain ou le surlendemain. On a de moins en moins de stock, ce qui fait que de plus en plus on se retrouve avec des pièces qui sont en limite de rupture de stock. Donc notre mission, c'est quand même de réagir par rapport à tout ça et de tout faire pour éviter la rupture de stock. Il y a encore quelques années, effectivement, on avait des stocks à chaque endroit du process. Bon, quand on a un stock, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui prend la pièce en sortie de ligne, qui l'amène dans un stock, et quelqu'un d'autre qui vient reprendre la pièce dans le stock et l'amener. Bon, si vous enlevez ce stock-là, il est clair que vous gagnez cette partie de transport. Et il est important qu'on réduise les coûts de production ici en France et en Europe par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Il n'y a pas que Peugeot où tous les grands groupes industriels maintenant ont cette fameuse gestion de personnel, à savoir on n'ajuste plus en diminuant le volume de production, en ralentissant un peu les chaînes, etc. On ajuste avec le volet intérim. Notre règle, c'est de faire toujours davantage de voitures avec moins de personnel. Or, pour pallier ces aléas, nous avons, si j'ose dire, pardonnez-moi ce terme, un matelas, une frange de personnel qui n'appartiennent pas à l'entreprise et qui travaillent pour notre compte, mais dans des conditions plus précaires. C'est-à-dire que si tout d'un coup, la demande, si par hasard, le marché devenait moins bon, et si la demande commerciale baissait, nous allégerions nos effectifs en faisant partir les intérimaires dont les contrats sont des contrats à durée déterminée. Depuis 1979, la baisse de l'emploi en CDI, elle est continue. Et le recours à l'intérim, il est continu depuis 2000. La direction dit ouvertement, on se garde un matelas, c'est le terme qu'ils emploient, un matelas d'intérimaires équivalent à 1 ou 2 équipes de travail. Une équipe, ça veut dire combien de personnes à peu près? Alors une équipe, c'est entre 800 et 1000 personnes. Le but du jeu, c'est ça, c'est de rentrer en intérim et de trouver l'embauche derrière. Donc, intérimaire, on accepte tout. On fait tous les travails, on fait les heures sup, on connaît la règle du jeu. De toute façon, on est d'accord d'être intérim, on connaît la règle du jeu. La relance au printemps 2009 s'est accompagnée de l'arrivée de 1700 intérimaires, souvent affectés aux postes les plus pénibles. Pour ne pas ruiner une chance d'embauche, ils ont souhaité rester anonymes. Je paye à l'heure. En fait, je touche la paye en fin de mois, quoi. À l'heure, je suis à 9,63. On ne sait pas dans quel secteur on travaille. Moi, personnellement, je pense que les intérimaires, il y a des embauchés qui ne veulent pas les postes, donc on y fout où les embauchés ne veulent pas le poste. Il faut aller partout, quoi, l'intérim. J'ai formé des embauchés pour pouvoir tourner avec les collègues. Puis voilà, ouais, j'ai formé des intérimaires aussi. Le collègue, il avait, comme on va dire, en parlant vulgairement, les boules, de voir de former son remplaçant, sachant qu'il va pas lui piquer son travail, mais lui, dans sa tête, il sait que c'est pas la faute du gars, parce que lui, il vient juste pour du travail, mais en sorte quand même, il lui pique quand même un petit peu son travail. On se rend compte quand même qu'on est juste de la viande, quoi. T'es foutu, aller au pot de jet, on cherche pas à comprendre, quoi. J'espère d'être embauché, en fait, que c'est quand même la sécurité de l'emploi un peu plus qu'intérimaire, déjà. Quand on a dit une équipe de nuit va se faire,
J'étais contente. Les gens sont moins stressés, il y a moins de stress, moins de peut-être cravatés, moins de monde qui passe, moins, voilà quoi. Le boulot est tout à fait le même, on a la même prod, on a le même... mais c'est pas pareil. Peut-être qu'ils sont plus cool, la hiérarchie est peut-être moins aussi stressée. Parce que vous savez, quand vous arrivez, que le chef est déjà fin fou parce qu'on lui a déjà tombé dessus, voilà, le stress se ressent, ça passe par lui. Hein. De toute façon, il ne faut pas... vous arrivez, s'il est cool, on est cool. Si on ressent une tension, on a une tension aussi. Hein. Les gens qui travaillent de nuit avec moi, c'est comme moi, l'argent. Déjà, gagner mieux. On peut compter 300 € brut. J'étais embauchée au moment de la 307. Je retouchais les capoilus en aluminium. À la fin de la journée, quand on en sortait plus de 400-500, c'était difficile. Aujourd'hui, je suis en fabrication. J'ai fait mon poste adapté à mon bras. Tout était trop haut, donc j'ai tout ramené plus bas et disposé de façon à ce que je souffre le moins possible. Je vois pas ce qu'il y a d'attrayant à donner à manger à un robot. Je veux dire, voilà, la même chose, 8 heures de temps, 7 heures de temps. Non. Inintéressant. C'est inintéressant. Faut le faire, je le fais, mais je le fais bien parce qu'il faut le faire bien quand même. C'est mon travail de ne pas envoyer n'importe quoi, de ne pas fabriquer n'importe quoi, mais voilà, aucun plaisir. Voilà, 35 ans d'ancienneté pour coller des étiquettes. Tu vois, c'est vrai que c'est moins fatigant qu'être toujours en marche arrière avec les Fenwick, mais bon. En 76, quand j'étais embauché dans cet atelier-là, mécanique nord. Mais alors à l'époque, on était 5000, quoi. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Depuis le 5 octobre. Et avant, donc j'étais au montage voiture, cariste. Les postes, comme ils les ont aménagés, on était toujours en marche arrière pour aller chercher les pièces, c'était pas trop le pied, quoi. Donc ils ont viré les vieux, puis ils ont mis des petits jeunes à la place. À l'heure actuelle, les postes de préparation, il y en a de moins en moins. On les assujettit à la chaîne, puis les gars ils doivent suivre la cadence de la chaîne. Et puis à l'heure actuelle, on n'a aucun scrupule à prendre un gars qui n'a jamais travaillé en chaîne et puis qui a plus de 52 ans, le mettre en chaîne. Il faut qu'on traite notre pyramidage de manière rationnelle. Hein. Aujourd'hui, elle est affreuse. Hein, puisqu'on a 2 paliers, un palier très haut au-delà de 50 ans, un palier beaucoup plus bas en dessous de 50 ans. C'est très difficile à gérer. Pour un minimum d'embauche, c'est clair, pour avoir un pyramidage gérable. Il n'en demeure pas moins que, en dehors de cette nécessité d'embaucher, il y a aussi, dans notre gestion en France, la nécessité d'avoir une certaine flexibilité par rapport à nos variations de volume. En 40 ans, l'usine s'est métamorphosée. La moyenne d'âge y est de 45 ans pour 27 ans dans les années 70. Le temps du plein emploi, où Peugeot allait chercher sa main-d'œuvre dans toute la France comme à l'étranger, le temps où l'on faisait les voitures de A à Z à Sochaux, tout cela est bien révolu. Avec la mondialisation, le processus d'externalisation de la production initié dans les années 60 s'est accéléré. En 2003, la fonderie et l'atelier garniture ont fermé. En 30 ans, l'usine a perdu 28 000 salariés. C'était toute la période où on a eu M. Foltz comme PDG. Sa politique, ça a été, on a appelé ça la politique de l'artichaut. C'est-à-dire qu'il enlevait toutes les feuilles pour ne garder ce qu'il appelait le cœur de métier. Et pour lui, le cœur de métier, c'était seulement le montage.
Et puis un beau jour, on a dit les moteurs ils seront plus faits à Sochaux, ils vont être faits à Trémery dans le Nord. On a mis monter une usine là-bas pour faire les moteurs, on recevait les moteurs tout faits. Donc ça a été plein de gens, plein de professionnels, plein de personnes qui ont perdu leur boulot, enfin perdu leur boulot. On les a mis sur d'autres postes. Bien sûr, ils n'ont pas été au chômage, mais ils étaient plus tourneurs, ils étaient plus fraiseurs, ils étaient plus rien, ils faisaient autre chose. Tu avais un poste d'habillage ici, par exemple. Le moteur arrivait là. C'était toutes des histoires d'aiguillage, de machin. Il était aiguillé là, il arrivait là, puis le gars, à partir de là, il travaillait et il habillait son moteur. Il avait sa boulonnerie, il avait ses pièces à côté. Certaines pièces arrivaient sur la balancelle parce qu'il y avait un autre qui avait préparé, qui les avait mis dessus, et il montait son moteur. C'est un métier de plus qui a disparu. Les gars, ils sont monteurs en ligne, ils montent son alternateur, ils montent son compresseur, ils montent sa patte moteur, ils montent... c'est tout. Sochaux a été la première usine française conçue autour des étapes de fabrication. Aujourd'hui, elle fait essentiellement de l'assemblage. En Europe, 70% du chiffre d'affaires de l'industrie automobile est désormais généré par les équipementiers. Ils peuvent commander à des prix beaucoup plus bas les pièces parce qu'ils mettent les fournisseurs sous pression en permanence. Ces fournisseurs qui eux-mêmes sont mis sous pression mettent leurs salariés sous pression en baissant les salaires. Ce qui explique que les gens, par exemple, qui travaillaient sur les phares de bagnole ou aux échappements avant à Sochaux ou aux amortisseurs dans pas longtemps, ou ceux qui fabriquaient n'importe quelle matière, les tissus par exemple. Nous, qu'on faisait des sièges, on était payés comme le commun des mortels dans l'usine avec les mêmes bases, alors que maintenant les gamins les plus jeunes qui sont embauchés à Faurecia, si nous on tournait à peu près, je sais pas, je dirais une connerie, mais 1200 €, il est sûr qu'à Faurecia, ils sont embauchés à 1000 €. Voilà, c'est 200 €, sans parler des conventions collectives, sans parler des mutuelles, sans parler de tout ce qui est afférent au contrat de travail, acquis depuis 50 ans. La sous-traitance, comme l'intérim, se sont généralisées avec l'instauration de la production en flux tendu. La main-d'œuvre, comme les pièces, doit être en bord de ligne selon les impératifs des marchés. La flexibilité offerte par l'annualisation du temps de travail se charge de soumettre le salarié aux lois de la compétitivité. L'accord 35 heures, c'est l'accord de flexibilité. Jusqu'à présent, les salariés travaillaient du lundi au vendredi, et puis dans les périodes où il y avait beaucoup de travail, il leur était proposé du boulot le samedi en volontariat. C'est-à-dire que celui qui souhaitait venir le samedi venait, payé en heures supplémentaires. Celui qui souhaitait pas venir, il disait non à son chef. Peut-être qu'il se faisait un peu engueuler, mais il pouvait quand même dire non. Avec les 35 heures, tout change, puisque le travail du samedi n'est plus dans le volontariat, il devient obligatoire. Avec un système d'horaire annualisé et pluriannualisé, ce qui fait que quand il n'y a pas de boulot, la journée pendant laquelle je ne vais pas travailler, je vais être payé, mais elle va être mise dans un compteur d'heures que j'aurai à récupérer. Peugeot, ce qu'il lui fallait surtout, c'était gagner des jours de production. Il avait besoin de jours pour compenser, soi-disant, les pertes liées aux 35 heures et que le volume de fabrication reste le même. Donc il a fait signer un accord qui en fait, quand Peugeot a besoin de nous, on est obligé d'y aller, quoi. Voilà, donc en contrepartie des 35 heures, on est dans l'histoire des samedis, quoi, en permanence. On est dans la limitation du temps de travail. Aujourd'hui, on est effectivement dans une situation extrême. La crise, inutile de revenir sur tout ce qui a été écrit dans la crise, elle est complètement tout à fait exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on applique dans les limites de l'exercice cet accord de flexibilité. Le délai de rattrapage de ces séances est limité à 2 ans. Donc il est clair que 2 ans après, le crédit est annulé. Avec la relance de la production, 2009 a compté son lot de jours chômés à récupérer. Pendant les jours de chômage, on a quasiment notre salaire, effectivement, mais après, il faut rattraper ces jours de chômage, et là, c'est là que
On oublie qu'on a été payé finalement, hein. On est humain, donc on oublie qu'on n'a pas perdu beaucoup d'argent. Et on voit qu'une chose, c'est qu'on va travailler les samedis pour rien en fait. Et on ne va pas me payer ce samedi-là en me disant c'est la récupération du chômage. Sauf que ça veut dire que c'est moi-même, par un travail ultérieur du samedi, qui me paye mon propre chômage. Pour la vie familiale, effectivement, c'est quand même un souci, hein. Depuis l'évolution de 3008 et 5008, sur le système 2, on a travaillé quand même quasiment 2 samedis par mois. Dixième marque mondiale d'un marché que se partagent 50 constructeurs, PSA vise le 7e rang d'ici 2015. Tout en poursuivant une politique drastique de réduction d'effectifs par des plans de départ volontaires ou la fermeture de sites, le constructeur fait désormais de la réduction des coûts fixes sa priorité. Pour toujours s'adapter à la crise, on a forcé, on a encouragé dans l'entreprise accélérer le plan CAP 2010. Le plan CAP 2010 avait des objectifs à atteindre fin 2010. On a décidé d'un commun accord au niveau de la direction générale d'atteindre ces résultats fin 2009, avec une année d'avance, et ce qui a été fait. Un autre grand thème qui devient à la mode, c'est le compactage des usines. Si vous voulez, l'efficacité qu'on retrouve dans les usines qui se situent à l'Est est liée pour une partie, certes, à la main-d'œuvre, 2, 3, 4 fois moins cher, mais aussi et surtout qu'on fait des usines qui n'ont plus rien à voir avec les usines d'il y a 30 ans. La surface est divisée par 2. Et la surface des process est divisée par 2. Et 1 mètre carré de process, c'est 600 € par an. Et donc, c'est ce que nous faisons dans nos anciennes usines. Sochaux verra ses surfaces de process divisées, enfin, on va enlever 1/3, ce qui est considérable, c'est 130 000 mètres carrés. On a chassé les centimètres inutiles et puis on a essayé de mettre le plus de choses dans un minimum d'espace. Et puis là, ça s'est concrétisé en septembre 2008 quand on a ramené vraiment toute la mécanique. Quand on a ramené toute la mécanique en montage voiture, alors là, les mini-lignes et puis les lignes de groupe avant, c'est vraiment Moi j'ai dit l'aberration, mais bon, la direction elle dit non, c'est le top, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais moi je dis c'est l'aberration, il y a des gars, ils se montent dessus pour bosser, quoi. Quand on voit quand même que la direction envisage 20% de production en plus avec le même nombre de salariés, quelque part, ça pose problème. Eh ben, on se demande comment on va faire parce qu'on est déjà au taquet. Je trouve que, bon, on produit déjà beaucoup. Donc, voilà quoi. Non, on attend de voir. Mais je sais pas où ils vont piocher ça. Hein. Parce que les gens chaînes sont déjà... on est déjà à bout. Ce qui est perceptible au quotidien dans les ateliers, c'est que pour augmenter les productivités en chaîne, si tu veux, c'est pas la vitesse de chaîne n'augmente pas. Elle n'augmente pas, c'est constant. Ce qui va changer sur une chaîne, c'est le nombre de gens qui vont fabriquer la voiture sur la chaîne. Donc la productivité, tu l'as subie en contre-coup. Ce serait une chaîne qui accélérerait. Tu gueulerais, tu irais plus vite. Mais là, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pratiquement indolore au début. Tu iras un petit peu travailler, s'il te plaît. Il y a un mec qui est pas là, ou un poste qui est supprimé, son boulot est réparti sur les 60 ou 70 qui restent. Puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième, puis il y en a un quatrième, un cinquième, 10, 15, 20.
Et c'est réparti sur l'ensemble. Qui prennent l'habitude de faire le travail en étant plus chargés. Quand le patron annonce productivité 20%, faut pas croire un seul instant que le gars en ligne verra son travail augmenter de 20%. On va travailler peut-être un peu plus sur l'île de montage, mais c'est pas 20% de plus sur l'île de montage. C'est 20% de l'entreprise. Produire autant, toujours moins cher, toujours plus vite. C'est le défi d'une industrie dont le chiffre d'affaires est de 800 milliards d'euros en Europe. L'usine, bientôt centenaire, en connaît le prix. Fixé hier par messieurs Taylor et Ford, augmenté depuis par monsieur Toyota, il s'est payé dans les ateliers. En gestes, en pas, en espace, en temps et en hommes. L'usine, c'est maintenant, je dirais, c'est comme une histoire d'amour. Il y a beaucoup de haine et beaucoup de tendresse aussi. C'est un peu ça, c'est comme ça que je la vois. Maintenant, elle parle en beau. Je voulais travailler dans l'automobile. Le boulot que je fais maintenant, je ne vois même plus les voitures. Je ne vois pas les voitures. Je vois des amortisseurs et puis là, on est combien comme ça? À Sochaux, il n'y a jamais eu de Citroën de fabriquer à Sochaux. Et ça viendra demain. Et les gens de Sochaux, au premier jour qui verront ou qui fabriqueront une Citroën, je pense, auront un petit pincement au cœur.